j'avais envie de d'écrire un roman d'aventure, vraiment de la vraie aventure. Je trouve que c'est un genre un peu négligé, même abandonné par la littérature française. Et le vrai roman d'aventure, qu'est-ce que c'est? C'est Alexandre Dumas, c'est Jules Verne, c'est Stevenson, c'est Fenimore Cooper. Donc c'est vraiment ça la base, hein. Alors, la littérature d'aujourd'hui, elle est vraiment... alors le roman d'aventure, lui, il n'est pas... comment dire? C'est pas le roman engagé qu'on adore en France. C'est pas le roman à idées. Il est pas auto-centré, c'est pas de l'autofiction généralement. Puis aussi, c'est pas un roman réaliste. Voilà, donc tout ça fait que il est très mal vu en France aujourd'hui d'écrire un roman vraiment où se passe des aventures, des vraies aventures. Et voilà, donc du coup, ça m'a donné envie d'écrire un roman comme ça. Bon, ça c'est première envie. Seconde envie, alors si on parle de la grande aventure, une aventure un peu tragique, tout ça, il y a un truc quand même assez étonnant, c'est le retour de Napoléon de Russie, avec ses centaines de milliers de morts. Je crois qu'il part avec 500 000 soldats et il n'y en a que 50 000 qui rentrent, donc c'est absolument effrayant. Alors beaucoup de choses ont été écrites par des historiens, et puis aussi par des écrivains. Mais je voulais un peu revivre cette aventure aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Napoléon aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce retour de Russie aujourd'hui? Voilà, ça c'est l'autre seconde idée. Et puis, il y a un truc aussi qui m'a fasciné, c'est la folie napoléonienne. C'est-à-dire que j'ai lu un livre sur les fous qui se prennent pour Napoléon. Alors il y a eu une vraie épidémie de ça dans le siècle de Napoléon, après son départ à Sainte-Hélène, puis après sa mort, ça a flambé. Il y a eu des milliers de gens qui se prenaient pour Napoléon. Crescendo, le summum était atteint avec le retour des cendres de Napoléon. Et puis, mais tout le 19e siècle, de toute façon, est obsédé par Napoléon, et les fous aussi. Voilà. Je trouvais ça assez étonnant. Je me suis dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des fous qui se prennent pour Napoléon? Bon, je pense qu'il y en a, mais c'est assez marginal. Et donc, un des personnages de mon livre, le personnage principal de mon livre, c'est un fou qui se prend pour Napoléon, aujourd'hui. Plus exactement, c'est une folle qui se prend pour Napoléon. Napoléon est une femme. C'est très rare, hein, dans les annales psychiatriques, hein, qu'on change comme ça de sexe. Les Louis XVI sont généralement mâles et les Marie-Antoinette sont généralement femmes. Donc on ne se mélange pas, c'est assez bizarre. Mais voilà, donc là il y a une jeune fille qui se prend pour Napoléon. Et forcément, la vie d'un Napoléon aujourd'hui, comme ça, est assez difficile. C'est pas facile à vivre, hein, quand on est Napoléon aujourd'hui. Bien entendu, on se moque de vous, surtout si vous êtes une fille. Voilà. Mais bon, il y a l'asile, et cet asile psychiatrique où elle atterrit est plutôt sympathique, dirigé par un médecin assez innovant, iconoclaste, dans son art de soigner les fous. C'est sa spécialité, hein, les fous qui se prennent pour des personnages historiques. Et voilà, lui-même d'ailleurs n'est pas très bon en histoire, même franchement mauvais en histoire. C'est quelque sorte, c'est son système immunitaire, hein, comme il côtoie Charles de Gaulle, Attila, Jeanne d'Arc et des Napoléons au quotidien, pour ne pas sombrer lui aussi dans une certaine forme de folie. Dès le départ, et très très longtemps, il s'est blindé. Pour lui, Austerlitz, c'est une gare à Paris, et absolument pas la bataille napoléonienne, une victoire napoléonienne. Donc il a comme ça un système immunitaire qui le préserve en étant vraiment crasseux, crasse en histoire. Voilà. Et il voit débarquer donc cette jeune fille qui se prend pour Napoléon, et c'est là que l'aventure commence. Oui, c'est un psychiatre comportementaliste qui, pour soigner ses patients, souvent les emmène faire un petit voyage. C'est comme ça que, par exemple, pour soigner Attila, il l'a amené en Hongrie, et c'est là que Attila a pris conscience qu'il n'était pas vraiment Attila. Voilà, et donc là, il se dit, bon, ce Napoléon est obsédé par la Russie. Alors d'abord, il pense que Napoléon serait né en Russie. Comme il est très mauvais en histoire, il ne sait même pas que Napoléon est né en Corse, donc il apprend qu'il n'est pas né en Russie. Mais quand même, cette obsession de la Russie le tracasse, mon médecin, et il se dit, bon, finalement, pour la soigner, pour soigner cette jeune femme, rien de mieux que d'aller faire ce petit voyage en Russie.
Surtout qu'en parallèle, la jeune femme lui dit que en rentrant de Moscou à pied à l'époque, en 1812, comme ils ont pillé à Moscou comme des porcs, ils ont abandonné sur le chemin du retour des trésors incroyables, et que si, comme elle s'en rappelle un petit peu, si d'aventure il tombait sur un de ces trésors, eh bien ça ferait la fortune de l'hôpital, qui est malheureusement, comme beaucoup d'institutions en ce moment, soumis à des contraintes budgétaires féroces et est en déficit. Et donc ça soulagerait la trésorerie. Trouver comme ça un trésor napoléonien. Donc, et c'est là qu'on s'aperçoit que quand même la folie napoléonienne est assez contagieuse. Et le mystère napoléonien aussi, c'est ça, c'est comment cet homme arrive à entraîner derrière lui des centaines de milliers de soldats absolument fanatisés, et même dans la défaite, même les 50 000 qui reviennent, qui sont des épaves, ne croient toujours, et s'il fallait le refaire, il le referait en fait. C'est quand même étonnant. Et tout le 19e siècle, et même aujourd'hui, hein, les millions de morts, je crois que ça se chiffre en millions hein, quand même, les morts dues à cette folie, finalement sont assez... on considère d'un œil bienveillant en fait ce massacre, et on dit oui mais finalement c'était quand même un type vraiment génial et ça valait le coup en quelque sorte. Enfin c'est pas dit comme ça mais c'est un peu sous-entendu je trouve. Voilà. Et là on s'aperçoit dans mon livre que la folie napoléonienne est contagieuse assez fortement. Bon bref, cette idée d'aller trouver un trésor, c'est quelque chose qui commence à germer dans l'esprit de mon médecin-chef, et ils partent tous les deux à Moscou en avion, avec l'idée de se retrouver sur la route. Ils louent une voiture à l'aéroport et ils partent sur la route Moscou-Smolensk, mais la Russie, évidemment, rien ne se passe comme prévu, puisque c'est un pays maudit pour tous les Napoléons, c'est clair. Ils se font un petit peu dépouillés à la douane, ils se font, ça c'est classique, à la douane russe, il n'y a rien de pire. Voilà, les douaniers en général, c'est la pire engeance de l'humanité. Les douaniers russes sont au sommet de cette pyramide de l'engeance. Et donc, ils se font un petit peu arnaquer à la douane, leur voiture tombe en panne, parce que les routes russes, hein, on sait ce que c'est. Les routes russes, c'est absolument catastrophique. Donc, elles roulent dans un creux hein, sur la chaussée, et ils sont en panne, et ils se font dépouiller par une autre voiture de policiers qui arrivent, qui sont pas des policiers, mais voilà. Bref, ils se retrouvent sans rien, on leur pique leur voiture, on leur pique leur passeport, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de téléphone portable, et ils se trouvent à 150 km de la ville la plus proche, qui est Smolensk, sur le chemin du retour hein, aujourd'hui, sur le chemin du retour, sur cette nationale gigantesque qui fait 400 km, où il n'y a que des camions qui passent à toute vitesse, et il y a une petite pluie qui se met à tomber, ils n'ont rien, il faut qu'ils rentrent en France. Voilà, c'est ça leur mission maintenant, survivre à rentrer en France. Bon, premièrement, il faut rester en vie. Rentrer si possible à Paris, enfin en France déjà, ça serait pas mal. En tout cas, c'est trouver une ville, survivre parce qu'ils n'ont rien, juste rien. Ils sont trempés, il fait froid. On est en novembre, hein, et donc c'est à peu près comparable à la vraie épopée napoléonienne. Il faut se battre ces éléments, et puis en même temps, on s'aperçoit que cette Russie est en effet un creuset fantastique. Le conte russe apparaît dans sa splendeur. On est dans le gothique russe flamboyant, très spécial, macabre, joyeux et macabre. Il se produit un événement assez fou. Alors, c'est que sur le chemin du retour, mais bien sûr ils se perdent, ils se retrouvent dans une grande forêt. Rester sur cette route, hein, c'est très dangereux. Hein, rester sur cette route, il y a des camions qui passent, ils sont dépouillés. Enfin, il n'y a rien aucun avenir. Donc ils essaient de passer par la forêt. Là ils se perdent, ils tournent en rond. Ils sont en train de crever de faim quand ils entendent un fifre, un tambour. Et c'est des soldats de Napoléon qui sortent du noir, de la forêt, et qui reconnaissent dans cette folle leur Napoléon qui est venu les chercher, qui ne les a pas abandonnés, en 1812, ils ne sont pas morts pour rien. Donc il a tenu sa promesse, il est rentré
pour les chercher, les ramener en France. Voilà. Et donc ils sont à la tête maintenant d'une armée de morts ou de fous, on ne sait pas trop. Ça c'est, bon, je vous laisse découvrir la suite. Voilà, c'est comment maintenant se dépouiller. Donc ils sont se débrouiller pour rentrer avec tout ça en France. C'est fantastique, c'est burlesque, c'est joyeux, c'est vraiment un roman de la vraie aventure. Voilà, on y va. L'aventure. Voilà. Alors, les historiens trouveront beaucoup de choses intéressantes, mais les historiens détestent les romans d'aventure. Généralement, Alexandre Dumas, après Les Trois Mousquetaires, s'est fait assassiner par les historiens. Les historiens sont des gardes-chiourmes hein, de la littérature en France aussi. Hein. On a parlé du roman engagé, du roman sérieux, etc. Ceux-là aussi sont quand même assez pénibles. Hein. Donc quand vous écrivez un roman historique, ils vont ensuite le décortiquer pour vous indiquer les erreurs. Et là, je revendique tout à fait mes erreurs, s'il y en a, mais il n'y en a pas. Donc je les mets au défi de trouver une seule invraisemblance dans ce livre qui est hautement documenté, avec des documents d'époque. Ah oui, il y a un vrai plaisir d'écriture à la base, un vrai plaisir d'invention aussi. On retrouve un peu moi j'ai retrouvé les romans qui m'ont fait le plus hurler de bonheur et de plaisir quand j'étais jeune, de Stevenson, en passant par Robinson Crusoe, en passant par Jules Verne, Dumas, etc. Voilà, c'est ça, hein, quand on est écrivain, on se réinvente en retrouvant les amours de jeunesse. Vraiment, c'était ça le but. C'est complètement différent de ce que je fais par ailleurs, enfin souvent. Et donc c'est ça aussi qui est assez... c'est assumé, c'est de la différence assumée. Alors oui, alors un autre point de départ hein, qui était assez étonnant dans ce cas, complètement surprenant, c'est que comme je commençais à parler de Napoléon et tout ça, et j'ai une petite fille de 11 ans qui grandit, maintenant elle en a 13, mais en m'entendant sans arrêt à la maison parler de Napoléon, elle s'est mise à dessiner des Napoléons. Et ces Napoléons étaient assez étranges, effrayants. En fait, c'est une sorte de Napoléon revu et corrigé par Munch. Donc, très bizarre, en noir et blanc, des dessins adultes. Et c'était tellement fort et ça m'a donné justement un certain nombre d'idées sur le côté noir, macabre, folie. On est toujours à la limite de basculer en fait avec Napoléon dans un truc étrange. Encore une fois, un siècle entier a été amoureux de ce bonhomme. Malgré les morts, malgré tout, c'est quand même fou. Donc, et voilà, donc ces dessins m'ont vraiment ont été un point de départ et aussi m'ont guidé en fait. Quand j'écrivais, je me suis dit mince, je suis bloqué. Comment parler de la neige, par exemple, et paf, un dessin de Sophie m'explique comment parler de la neige. Donc le livre est illustré. Il y a une vingtaine comme ça d'illustrations. Qui montrent aussi, qui sont pas des illustrations au sens où ils ne racontent pas l'histoire, c'est des illustrations, on va dire, qui créent une ambiance. Voilà. Je suis très heureux d'avoir fait ce livre et j'espère faire la suite, qui sera le retour d'Égypte. Mais bon, dans un pays chaud cette fois-ci. Mais bon, ça pour l'instant c'est complètement en chantier.